Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Il y a quelques jours de cela, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale ont délivré une déclaration solennelle. De quoi retourne justement cette déclaration? Celui-là même qui a porté la voix des députés de ce parti d'opposition est avec nous pour pouvoir opiner sur un certain nombre de sujets relevant de l'actualité nationale. Et donc, nous ne parlerons pas que de la déclaration du groupe parlementaire Les Démocrates. Nous parlerons également de la loi apportant vision nationale de développement 2060. Les démocrates y ont participé, les membres de ce parti politique. Le rapporteur, d'ailleurs, c'est un membre de ce parti politique. Unanimement, ils ont donné leur caution pour cette loi pour les 35 prochaines années. Nous parlerons des résultats du baccalauréat, sans oublier la loi de 1901 qui a été modifiée concernant les associations et fondations. Nous parlerons de l'affaire Akona avec notre invité d'aujourd'hui. Il a un nom Kolaole Djiman Ogbon. Il est membre du parti Les Démocrates. Il est député à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir. Voilà, vous avez porté la voix des députés du parti d'opposition Les Démocrates à l'Assemblée nationale. De quoi retourne concrètement cette déclaration que vous avez pu porter? Merci une fois encore, monsieur le journaliste, pour ce plaisir-là que vous nous donnez à chaque fois pour venir partager avec le monde nos réalités, nos visions, nos façons de voir les choses. Je salue donc au passage les téléspectateurs et les téléspectatrices de votre chaîne et je salue tout le monde, je salue tous les Béninois. Bien. Il y a 2 jours seulement, il y a eu cette déclaration-là à la tribune, à l'Assemblée nationale. Et c'est moi qui ai eu l'honneur de lire cette déclaration. Je rappelle que c'est la déclaration des députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Ce n'est pas une déclaration personnelle. J'ai juste été choisi pour lire la déclaration. La déclaration, une fois encore, vient pour dire à la représentation nationale et à tous ceux qui nous entendent ce qui va et ce qui ne va pas dans le pays, parce que nous sommes à une période très sensible. Nous sommes, je rappelle, à la veille des élections générales en République du Bénin. Et donc, il est impérieux de rappeler le contexte, de rappeler tout ce qui caractérise la situation actuelle et de dire qu'il faut nécessairement qu'on marque un arrêt et qu'on y voit de près pour éviter donc un chaos au peuple béninois. C'est ça globalement, si on doit rentrer dans les détails. Quels sont les points majeurs sur lesquels il est important de pouvoir les préciser à nos téléspectateurs? Les points majeurs, il y a ce code électoral-là, le fameux code électoral, qui va gérer les élections et qui reste un code chrysogène. Il y a ce code-là, malheureusement, qui reste intouchable jusque-là. Donc il faut nécessairement qu'on revienne sur ce code-là. Si tant est qu'on veut vraiment des élections, je dirais plutôt, apaisées, équilibrées, des élections vraiment transparentes, des élections inclusives, il faut nécessairement nous avons déjà fait le débat sur ce code. Le délai n'est pas passé aujourd'hui, quand on sait que normalement, à partir du 11 juillet, on ne devrait plus avoir cette possibilité-là de retoucher à ce code électoral. En effet, c'est ce que la loi prévoit. 6 mois avant, on ne peut plus retoucher. C'est ce que la loi prévoit. Sauf que la loi elle-même a prévu que lorsqu'il y a consensus, eh bien, même en pleine élection, même à la veille des élections, on peut retoucher. L'essentiel est que ça soit consensuel. Si le consensus du moins est acquis, est acté, eh bien, on peut retoucher ça.
Mais ce n'est pas l'idéal. Quand on voit les agissements de vos adversaires politiques, est-ce que vous croyez qu'ils sont favorables à ce consensus dont vous parlez? Moi, je crois que je suis permis de vous dire que ce qui se dit dans les coulisses, oui, c'est pratiquement le contraire que ce qui se dit en public. Ça ne favorise à personne ce code-là, finalement. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que ça ne bouge pas de l'autre côté. Pourquoi ça ne bouge pas de l'autre côté? Lorsque nous prenons aujourd'hui le parti, le Bloc républicain, BR, oui, quelle chance BR a seul de réussir? Même avec l'accord de gouvernance. Ça reste un gros problème. Parce que l'accord de gouvernance, oui, ne marcherait que si BR a 10% oui, sur le plan national. Mais il faut d'abord, avant tout, que BR ait 10% sur le plan national pour que l'accord de gouvernance marche. Vous voyez tout ce qui se passe, vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Akpona. Oui. C'est une affaire, en effet, qui éclabousse le parti BR, qui était déjà en lambeaux. Donc, dans une perspective comme ça, moi je crois que comme par exemple le parti Les Démocrates s'emploie, s'active à le faire, le parti BR, bien que soutenant le système en place, je crois que le parti BR doit se réviser. Si vraiment il a une âme, s'il a une âme tout simplement. Maintenant, si le parti BR n'existe que par UPR, bon, ça c'est pas à faire. Pourquoi vous vous intéressez tout de même au parti BR alors je m'intéresse au parti BR. En vérité, aujourd'hui, nous avons 3 partis à l'Assemblée nationale. Exactement. Nous avons les démocrates, le BR et le UPR. Je ne sais pas si on peut encore parler de UPR. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Mais je veux dire, le BR à lui seul aujourd'hui ne peut pas aller aux élections. C'est un fait. Et ça, c'est le code qui le dit, c'est pas moi. C'est un fait. Le BR, par exemple, les démocrates se proposent d'aller aux élections. Le BR ne peut pas se lever et dire qu'il va aux élections. Ah ben le BR a toujours dit qu'il va aux élections. Mais le BR ne peut pas aller aux élections, c'est ce que j'essaie de vous dire. Parce que le BR seul, oui, bien que le BR ait 28 députés, oui, comme les démocrates, et même en plus comment ça s'appelle, les maires, mais il se trouve que cette affaire de 35% des circonscriptions électorales, BR ne couvre pas ça. C'est un fait. Bon, c'était hier. Peut-être aujourd'hui... Mais écoutez, comment est-ce que aujourd'hui ça va être possible? Ça ne bouge pas. C'est-à-dire, le maire de Saint-Vé, il ne peut pas devenir maire, je ne sais pas moi, de Ouessé ou de Glazoué. Par quelle théorie? Par quel procédé? C'est pas possible. Donc, ils ont 28 députés à l'Assemblée nationale. Ça reste comme ça tant qu'on n'est pas allé à une nouvelle élection. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. Et les maires restent à leur place. Sauf si on a enlevé un maire. Et si on enlève encore un maire, mais ça devient encore plus compliqué. Au jour d'aujourd'hui, ce que j'essaie de vous expliquer, oui, c'est que les élus BR ne couvrent pas les 3,5% de nos circonscriptions électorales, c'est tout. C'est un calcul, c'est eux même qui ont voté ça. Alors, quand vous prenez ce seul aspect, le BR aujourd'hui, en tant que parti politique, ne peut pas se prévaloir d'aller aux élections. C'est pas possible. À lui seul. Le BR peut aller peut-être aux élections, mais ne pas avoir les performances qu'il faut. C'est ce que vous voulez dire? Je dis qu'il ne remplit pas les conditions pour aller à lui seul. Ah. C'est pas affaire d'avoir performance, ne pas avoir de performance. Je vous explique. Oui. Si par exemple au parti les démocrates, oui, si on n'a pas 28 élus, on ne peut pas aller aux élections. Ce n'est pas question de on est allé aux élections, on n'a pas gagné, il nous a manqué quelque chose. Il faut candidater. Mais absolument, il faut être partant. Le BR aujourd'hui n'est pas un cheval partant, bien qu'il est caractérisé par un cheval, il n'est pas un cheval partant. C'est un fait. Ils en sont conscients. Mais ils doivent en être conscients. S'ils ne sont pas conscients, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ne peuvent pas nous démontrer qu'ils couvrent les 3,7% de nos circonscriptions électorales. En effet, ils ne couvrent pas. Vous en parlez avec eux Mais ce n'est pas à nous d'en parler avec eux, c'est à eux de savoir. Mais écoutez, nous, au Parti des démocrates, nous avons 28 députés. C'est exactement le nombre d'élus qu'il faut pour parrainer. Et nous couvrons les 3/5 de nos circonscriptions électorales. C'est tout. C'est une question. On peut constater ça. Et c'est seulement de voir quelles sont les circonscriptions électorales où vous avez d'élus. C'est tout.
il se trouve que nous, on a d'élus, quand vous divisez les 24 par 5 fois 3, mais vous avez un nombre de circonscriptions électorales qui correspond au nombre de circonscriptions électorales que nous avons. Donc, on peut aller aux élections. Et nous avons par ailleurs 28 députés. C'est encore le nombre de députés ou d'élus tout simplement qu'il faut pour aller aux élections. Et donc, le BR a tout à gagner pour qu'il y ait ce consensus pour relire le... En fait, vous voyez en clair cette histoire d'accord de gouvernance là, c'est pour repêcher BR. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ça. C'est tout. Mais une personne seule. Oui. Comment ça? Mais on peut calculer ça. C'est à calculer. Ce n'est pas qu'on réfléchit, on parle. Non. UPR ou UP tout court est aujourd'hui à même d'aller seul aux élections. Exactement. Parce que UPR a largement au-delà de 28 députés. Oui. Et UPR couvre les 3/5. Enfin, à des élus qui couvrent les 3/5 de nos circonscriptions électorales. Ce n'est pas le cas, ça n'est pas le cas pour le parti BR. C'est tout. Et pourquoi ne pas enclencher alors des discussions avec le BR? Qui? Oui, le parti Les Démocrates. Mais il faut que le BR lui-même réalise qu'il n'est pas. C'est vous qui demandez. Mais nous demandons quoi? Vous demandez la relecture du code. Je suis d'accord. Oui. Mais je dis que le BR lui-même, il devait se soucier de son cas, de son sort. Bon. Et réaliser que... Mais et si on me lâche, et si UP me lâche, ça n'est pas impossible. Nous sommes en politique. Tout à fait. Et si UP me lâche, je fais quoi? Nous, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème-là. Et quand on dit par exemple que pourquoi j'ai entendu, on a dit, pourquoi les démocrates ne font pas d'accord avec MPL par exemple. Avec MPL, mais excusez-moi. Il faut d'abord un parti qui soit en mesure de donner 10% sur le plan national. Mais pourquoi les partis de la mouvance ne font pas accord de gouvernance avec Moël Bénin, qui pourtant soutient le système en place? Pourquoi ils ne font pas avec RN de Mme Prudencio et consorts? C'est système, c'est une question de calcul. Mais ils ont fait accord avec BR parce qu'ils ont vu qu'en effet, en 2023, tout près ici, BR a eu 10%. D'accord? BR a eu 10%. Mais c'est pourquoi ils ont fait avec BR. Maintenant, mais il y a beaucoup d'autres partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Pourquoi ils n'en font pas avec ces autres partis-là? À coup sûr, c'est parce qu'ils se disent que ces partis-là ne peuvent plus avoir 10% sur le plan national. C'est si simple que ça. Quand vous voyez par exemple FCBE, on nous a dit aussi, pourquoi vous ne faites pas accord de gouvernance avec FCBE? Ben, écoutez, d'abord, c'est une histoire qui se discute au sommet du parti. Je ne suis pas le sommet du parti. Mais l'autre regard qu'on peut jeter, c'est FCBE est-il en mesure de donner 10% aujourd'hui? Si, pendant qu'il était un peu plus fort, on peut le dire, il n'a pas pu donner 10%. C'est maintenant qu'il se fragilise de plus en plus qu'il va donner 10%. Bon, l'eau a coulé sur le pont, il peut... Mais il s'est fragilisé davantage, il ne s'est pas renforcé. Et il y a des adhésions par ailleurs. Des adhésions, vous me dites? Au parti FCBE? Non, pas au Bénin. Dans un autre pays? Non, mais probablement dans un autre pays. Peut-être que le même parti existe ailleurs. Mais moi, je n'en ai pas vu, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez vu alors? Vous avez vu des départs, c'est ça? Mais plutôt, vous avez vu Adi où est parti tout récemment? Ah ben, il n'est qu'un seul. Mais je suis d'accord, mais quand vous prenez par exemple quelqu'un de la tombe de Adiou, ne le voyez pas tout seul. Ne le voyez pas tout seul. C'est un morceau qui est parti. Et donc, ça ne peut pas ne pas diminuer le parti, ça ne peut pas ne pas fragiliser le parti. Au contraire. Voilà. Et donc, vous, dans cette déclaration, il y avait question de relecture du code électoral. Mais donc, on a parlé de ce code-là. Il n'y a pas que ça. Vous voyez un peu. Rentrez au sein de la population. Vous allez voir que ça grince les dents, ça souffre. Et pourquoi? Le papier. Mais écoutez, le panier de la ménagère est en souffrance. C'est un fait. Les produits de première nécessité sont chers. Même l'eau qu'on boit, l'eau qui est sous notre sol, qu'on n'importe pas, l'eau est chère. Ah, ça a changé. Avec Vincent Franc, vous avez du pur water. Oh, ben écoutez, ce qu'on ne nous dit pas, c'est tout ce que ça nous donne aussi. Vous savez, je veux croire que ça, ce n'est pas une affaire de ce système. Et qu'il faut vraiment voir ça. Parce que quand vous prenez la bouteille de Posotomé, par exemple,
c'est 500 francs. Et ça ne date pas d'il y a 10 ans. Exactement. Il y a bien longtemps. Mais c'est autant de choses qu'il faut voir. L'eau, c'est source de vie. Si une bouteille d'eau coûte 500 francs, quand vous convertissez 500 francs en euros, vous êtes autour de 75 centimes. Il faut un peu plus de 20 centimes en plus, un peu plus de 20 centimes en plus, pour avoir un pack de 6 et une bouteille de 2 litres chacun. C'est-à-dire finalement 12 litres. Mais quand vous prenez cette illustration, pour certains, on peut dire que... Je n'ai pas fini, hein. Je veux dire en France. Que vous pensez, oui, je viens, que vous pensez plus aux personnes nantis, aux personnes qui prennent de l'eau minérale, alors que la population, c'est de l'eau de robinet, peut-être, de l'eau de puits. Vous connaissez l'eau de robinet? Est-ce qu'il vous est arrivé de regarder les canalisations? Vous savez de quand datent nos canalisations? Si vous en avez les moyens, si vous avez la possibilité de vous acheter l'eau minérale, je vous propose de le faire. Si vous n'en avez pas, bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous regardez nos canalisations, ben écoutez, vous allez vous demander ce que nous buvons. Amusez-vous à le faire. Si vous connaissez les gens dans les services d'eau, les services hydrauliques et tout ça, ils vont vous dire la réalité des faits. Bon, je crois que sans risque de pouvoir salir peut-être une Non, pas du société. tout. Non, pas du tout. C'est un fait, ça nous concerne. Mais pour vous, l'eau coûte cher. Mais l'eau coûte excessivement cher. L'eau coûte cher. Mais on n'en a pas conscience. Mais on ne réalise pas ça. Vous venez d'une localité quand même où il y avait un déficit d'eau, mais aujourd'hui il y a l'eau. Vous voulez dire où? À Save? En tout cas, dans les collines, il y a quand même des efforts qui ont été consentis. C'est-à-dire maintenant ou avant? En tout cas, sous Patrice Talon. Oh, ben écoutez, c'est peut-être au nom de la continuité de l'État. L'affaire de Aïdjoko dont on parle depuis longtemps, c'est une affaire qui est vieille, qui date. Je vous invite à aller voir le PIP, le programme d'investissement public de l'année 2015. Le président Patrice Talon n'était pas encore au pouvoir. Vous voyez ça? Il n'y a même pas que cette affaire d'eau-là. Vous allez voir toutes les routes. On en parlera peut-être plus tard. Vous allez voir toutes les routes qui sont en train d'être faites. Vous allez voir que c'est tout un programme qui existait. Et dont la plupart étaient déjà bouclés. Et sérieusement, il y a quand même ceux de la mouvance qui contestent justement cette thèse-là. Ils ne peuvent pas contester ça. Ils vont contester ça sur la base de quoi? Ils vont contester ça sur la base de quoi? Pour ce que je connais par exemple, et qu'on peut vérifier, c'est pas que les autres ne sont pas vérifiables. Quand vous prenez par exemple la route Savek et tout, mais le gouvernement actuel ne peut pas dire que c'est lui qui a négocié ça. Non. Le gouvernement actuel ne peut pas dire ça. Il a négocié avec qui? Quand? Non. Ça, c'est la continuité de l'État. Et je leur concède ça. C'est-à-dire ça a été fait au temps de Patrice Talon, en effet. Ça, c'est remarquable, c'est indiscutable. Il n'y a pas de problème. En effet, en revanche du moins, on ne peut pas dire que c'est eux qui ont négocié, c'est eux qui sont allés chercher les sous pour ça. Non. Qu'est-ce que le président Yahi Boni allait faire au Brésil? C'est précisément pour ça qu'il avait voyagé plusieurs fois sur le Brésil. Et il a eu ça. Il n'y a pas que ça. Pour ce qui concerne Savek, par exemple, vous avez l'hôpital de zone de Savek. Même chose. C'est l'Arabie Saoudite. Et il est allé personnellement là-bas pour aller tout négocier. Les fonds étaient là. Ce n'est pas que les fonds n'étaient pas encore arrivés. Les fonds étaient déjà là. Mais ça a été fait au temps de Patrice Talon. Ça, je suis entièrement d'accord. Et on le lui reconnaît. Mais on ne peut pas dire que, que c'est eux qui ont tout fait. C'est eux qui... Mais écoutez, tout faire, c'est d'abord aller chercher les sous. Faire l'étude, aller chercher les sous, et puis réaliser. En Nago, on dit que Enito, Paris, Chalo, Chiché, c'est des expressions que les gens sont en train de revoir. C'est-à-dire que celui qui a fini le travail, c'est lui qui a travaillé. Mais si celui qui a commencé n'a pas commencé, lui va finir quoi? Il y a de ces expressions-là que les gens sont en train de revoir, en effet. C'est bien de finir quelque chose, mais c'est mieux de commencer. Très bien. Il faut commencer pour finir. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas au temps du président Yahi que ça a commencé. Voilà. On peut pas dire ça. Très bien. En tout cas, vous vous intéressez au panier de la ménagère. Mais le panier de la ménagère est en souffrance, comme elle a dit tantôt. C'est dégradé. Nous vivons ça ensemble, puisque nous sommes au sein de la population. Il n'y a pas que ça. Vous voyez l'insécurité. On a de gros problèmes d'insécurité. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez constater ça. Et il faut craindre.
Parce que, vous savez, moi, dans mon quartier ici à Cotonou, il y a des gens du Nord que j'ai retrouvés dans le quartier. Et ils ont dit qu'ils ont fui leur région pour venir ici. Et je ne vous dis pas comment ils vivent ici. C'est dans mon quartier. Si une autorité veut, je l'amène là-bas. Et il va le constater. C'est dans mon quartier, là où j'habite. Et pourtant, il y a des efforts qui sont faits. Et puis, aujourd'hui... Je suis d'accord, mais je dis le mal est là. Et il faut qu'on en prenne conscience. Nous reconnaissons que... Oui. On ne dit pas que l'État ne fait rien, non. De ce point de vue-là. Mais on dit qu'il faut encore et encore des efforts. Très bien. Oui. Parce que, si vous êtes du Nord, vous allez comprendre ce que je dis. Hein. Dans la zone de Banikwara, de Segbana, un peu avec la frontière avec le Burkina surtout, mais c'est presque invivable. Hein. Les gens ils partent, ils laissent derrière eux leurs troupeaux, leurs champs et leurs demeures. C'est un fait. C'est pourquoi vous avez porté la voix. Mais il faut nécessairement que on essaye de discuter entre nous. Et lever les barrières. Et puis régler les problèmes. En fait, quand vous dites discuter entre vous, vous tenez toujours aux assises nationales alors que c'est refuté? Mais ça peut être refuté. En effet, ce n'est pas nous qui allons programmer ça. Si c'est nous qui devons programmer ça, c'est programmé depuis. Mais il n'est pas receveur. Comment? Il n'est pas receveur, il n'est pas favorable. Mais oui, mais il n'est pas favorable. Ça ne nous empêche pas de continuer à le dire. S'il n'est pas favorable aujourd'hui, peut-être qu'il va l'être demain. Oui. C'est à nous de ne pas nous fatiguer. Lorsque vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas ça, vous continuez à chercher. Lorsque le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir, après avoir dit que lui ne veut plus réviser, il a continué à chercher la révision et il a fini par l'obtenir. Donc cela vous encourage, vous, à continuer. Mais on n'a pas de choix. Si on tient à l'apaisement, peut-être qu'il va finir par comprendre que il faut aller à cette assise. J'ai entendu le président dire tout récemment que la loi ne permet pas ça. Une fois encore, le consensus est au-dessus de la loi. On peut faire quelque chose que la loi ne permet pas si on se met tous d'accord. Si on est convaincu que ça peut nous permettre d'éviter des problèmes. Vous êtes sûr que si, par exemple, le président de la République lance la balle dans le camp des députés à l'Assemblée nationale pour que vous vous entendiez, pour qu'il y ait un tel cadre, vous allez vous entendre? Parce que par le passé, on a déjà vu ce que ça... Il n'y a pas eu entente par le passé. Oui, mais s'il n'y a pas eu entente par le passé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais entente. Il peut y en avoir par le présent ou par le futur. Très bien. Il suffit simplement qu'on se mette d'accord de la nécessité de faire la chose. Très bien. Une fois que ça est acté, le reste... ça viendra. Mais bien sûr. Quelle est la portée de porter la voix ou de lire une telle déclaration à l'Assemblée nationale? Ben, écoutez, la portée est énorme. Vous savez, l'Assemblée nationale par excellence, c'est le lieu même de la politique. Ça se dit, c'est une expression consacrée, c'est classique. Donc, dire ça, faire une déclaration comme ça à l'Assemblée nationale, ça a une très grande portée. Ça va au-delà même de nos frontières. Parce que vous savez, les parlements sont interconnectés. Donc, ça peut même chuter au Parlement panafricain. Ça peut chuter au Parlement de la CEDEAO. Ça peut chuter tout près là au Parlement de Ghana, ainsi de suite. Et quand on voit que c'est au Parlement, vous savez, le Parlement, c'est le lieu de rassemblement, disons, du peuple. Puisque là siègent les représentants du peuple. Donc ce n'est pas un meeting d'un parti politique ou bien une déclaration d'un parti politique dans une commune ou quelque part. Non. À la tribune de l'Assemblée nationale, mais pourquoi le président de la République vient faire son discours d'État à la nation sur l'état de la nation au Parlement? C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il aurait pu faire ça à la présidence. Mais il ne le fait pas à la présidence. Il vient au Parlement. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Nous attendons que le président de la République regarde la situation d'un autre œil. Il a dit, je ne sais pas s'il maintient ça, qu'il n'aime pas qu'on l'appelle le père de la nation. Il est pourtant le père de la nation. Lorsque les enfants de la nation estiment, les citoyens estiment qu'il y a quelque chose, que ça ne va pas, je crois qu'il peut se fâcher et tout ça, mais il faut qu'il revienne et se dire, peut-être qu'ils ont raison, hein.
et revoir ça autrement. La roue tourne, la vie continue, donc on souhaite le meilleur pour le Bénin. Parfait. Et le meilleur que vous souhaitez pour le Bénin, vous l'avez concrétisé à la faveur de ces travaux qui ont conduit au vote de la loi portant Vision nationale de développement 2060. Vous projetez le Bénin pour les 35 prochaines années. Cela fera le centenaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Déjà, comment ça s'est passé les travaux pour aboutir justement à l'adoption de cette loi? C'est un projet de loi. Donc ça vient, une fois encore, de l'exécutif. Quand ce projet est arrivé, au Parti des démocrates en tout cas, on a regardé ça avec un œil critique. Parce que il y a, dans un premier temps, à remarquer une certaine précipitation dans l'examen de cette loi-là. Et nous, au Parti des démocrates, nous avons estimé que c'est assez essentiel. Ce n'est pas les détails. Projeter le Bénin, ce n'est pas un parti politique, hein, le Bénin. Le Bénin, c'est tout le pays. Donc, projeter le Bénin, par exemple, sur 2060, ça devait nous prendre un peu plus de temps. En fait, prendre un peu plus de temps ici, c'est regarder ça de fond en comble, avec un peu plus de temps. Et non de façon expéditive. Permettez-moi de dire ça comme ça. Parce que ça a été examiné très très rapidement. Et nous avons estimé que ça ne devait pas être examiné comme ça. On devait se donner un peu plus de temps et regarder qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce que nous sommes en train de proposer là, est-ce que c'est ce que veut notre peuple? C'est bien de rassembler les parlementaires. Mais c'est meilleur que les parlementaires eux-mêmes aient le temps de discuter avec les mandants, avec nos gens à la base. Parce que les conséquences de ce que nous sommes en train de faire là, il n'y a pas que les députés qui vont subir ça. C'est toute la population béninoise. Ah, vous auriez souhaité que vous alliez donc... Mais on devrait se donner un peu plus de temps. On devrait se donner... Regardez la Constitution de 1990. Elle a été retouchée en 2019. Soit une trentaine d'années environ après. Mais nous sommes en train de faire quelque chose maintenant pour 35 ans. Et on pense qu'on peut régler ça à l'Assemblée nationale et puis on avance. Et pourquoi vous avez voté alors? Mais écoutez, on nous a dit que les Béninois ont été contactés. Et nous avons fait des amendements. Nous avons fait des amendements. Tenez, il y a une vision déjà 2025. Oui. C'est-à-dire 2000 à 2000, pardon, 00 et puis 25. C'est-à-dire de 2000 à 2025. Oui. Bénin à la FIA 2025. Très bien. Mais quelle évaluation on en a fait? Quelle évaluation nous avons faite de 2000 à 2025? Je vous rappelle que en 2006, le président Yahya est venu au pouvoir. Oui. Et il a appelé son régime, le premier quinquennat, il a appelé changement. Oui. Le deuxième quinquennat, puisqu'il a fait 10 ans au pouvoir, le deuxième quinquennat, il a appelé refondation. Mais il y a un autre qui est arrivé en 2016, qui s'est appelé rupture. Oui. Et nous sommes dans la rupture depuis 2016. Mais dites-moi, lorsqu'on parle de rupture, peut-être changement encore, refondation, mais quand on parle de rupture, oui. Où est la notion de la continuité de l'État? Ben peut-être que c'est... Qui est pourtant consacré. La rupture des mentalités, la rupture du gaspillage du bien public, la rupture d'un certain nombre de choses. Vous avez parlé de l'affaire... vous avez entendu l'affaire de siphonnage des dizaines de milliards? Et vous parlez de gaspillage on n'avait jamais entendu ça par le passé? Bon, on en sait rien. Vous connaissez quelqu'un? Vous connaissez un ancien membre du gouvernement, de Yahi ou de Kérékou, qui a parlé, pendant qu'il est au gouvernement, qui dit qu'il y a siphonnage du budget national à des dizaines de milliards. Donnez-moi le nom de la personne, si vous en connaissez. De toute façon, je vais dire quoi tout simplement que c'est au moment de la rupture qu'on parle de ça. Donc, lorsque vous me parlez de on veut rompre avec le gaspillage, qui veut le gaspillage? Personne. Mais il se trouve que c'est maintenant qu'il y a plus de gaspillage. Vous avez le souvenir qu'on a vu quelqu'un avec 1,5 milliard dans Cotonou ici. Donnez-moi le nom de la personne, avant, pas pendant la rupture.
Vous connaissez quelqu'un qui est parti avec 40 milliards de nos francs CFA, ici, au Bénin, avant? Ça peut se passer sans qu'on le sache. Mais si on ne le sait pas, comment est-ce que vous voulez juger sur la base de « on ne le sait pas » Mais si le crime n'est pas avéré, c'est supposé ne pas être commis. Si on n'en parle pas, Oui. mais si on n'en parle pas, comment vous voulez juger quelque chose dont on n'en parle pas? On ne peut que parler de quelque chose dont on a la connaissance. Mais est-ce que ce n'est pas un mérite de pouvoir sanctionner même ceux qui sont dans votre bac? Nous n'avons jamais dit le contraire. En effet, il faut ça. L'impunité, on n'est pas pour ça. Il faut ça. Il faut sanctionner. On n'a jamais dit le contraire. À quel moment nous avons dit de ne pas sanctionner? Non. Si quelqu'un est en porte-à-faux avec les lois de la République, oui, bien sûr. Alors, oui. Revenons maintenant à la loi, puisque vous avez voté la loi. Nous avons voté la loi, mais nous avons émis beaucoup de réserves. Nous avons fait des amendements. Écoutez, nous prévoyons par exemple de projeter le Bénin sur 2060. Donc de définir un cadre dans lequel... Mais nous avons demandé... Moi, personnellement, j'ai demandé, j'ai dit, bien, pendant qu'on est en train de projeter le Bénin sur 2060, là, le Bénin n'est pas isolé. Le Bénin est dans un continent qui lui aussi est dans un monde. Nous sommes à l'aide de la mondialisation, de la globalisation. Donc on ne peut pas faire quelque chose au Bénin comme si on est isolé, comme si on est seul sur la planète. Non. Mais pendant qu'on projette le Bénin sur 2060, est-ce qu'on a pris en compte l'OMS? Que dit l'OMS d'ici 2060, ou 2050, ou 2080? Nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Et vous pensez que notre souveraineté, là, mais la liberté des uns s'arrête, là commence celle des autres. Notre souveraineté ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. Non. Pendant que nous voulons affirmer notre souveraineté, il faut qu'on tienne compte de la souveraineté des autres. Nous sommes dans un espace humain, nous sommes dans une délégation, nous sommes dans un espace commun. Et donc la loi n'a pas pris en compte cela? Mais je leur ai posé la question, je n'ai pas la suite. Mais que disent les ODD, les objectifs de développement durable, les OMD, OMS? Mais nous proposons de projeter par exemple Bénin sur 2060. On ne respecte pas les recommandations internationales. L'accord de Abuja, on a respecté les derniers budgets qui ont passé. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'est les raisons pour lesquelles, entre autres, nous avons rejeté les budgets. Mais ce que nous dit l'éducation... Certains concitoyens n'approuvent pas cela. Mais ils peuvent ne pas approuver ça. On leur constate ça. Mais ils n'approuvent pas ça. Nous aussi, on n'approuve pas ça. S'ils n'approuvent pas notre position, nous aussi, on n'approuve pas leur position. Parce qu'il faut que nos concitoyens comprennent quelque chose. Ce que nous sommes en train de revendiquer là, nous revendiquons ça précisément pour les concitoyens. On ne revendique pas ça pour nous. Je vais vous dire, je suis peiné, mais il faut que je vous le dise. Très bien. Au nom de l'honnêteté, de la sincérité, que nous devons à ce peuple-là. Mais un député n'a pas de la peine à mettre son enfant à l'école, à le faire voyager, il peut le faire. Il peut ne pas pouvoir régler les autres problèmes des autres citoyens. Mais il peut le faire lui-même pour ses propres enfants. Mais, et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? S'il n'est pas en mesure de faire ça, l'État qui est à nous tous doit pouvoir garantir ça. C'est si simple que ça. Donc que les gens n'approuvent pas ça, mais ils font du tort à qui? Au Parti les démocrates, le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat. Nous avons déjà dit ça. Ce n'est pas un combat pour les responsables du Parti les démocrates, ou pour les députés démocrates, ou pour les militants qui sont propres à notre parti. C'est pour le peuple, tout simplement. C'est d'ailleurs pourquoi nous appelons notre parti le parti du peuple. Très bien. Donc les concitoyens devaient pouvoir approuver ça. Voilà. Et en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on retient fondamentalement de cette loi-là? Laquelle? Vision nationale. Non, mais la vision nationale, vous savez, nous avons voté ça ensemble. Quand on dit nous avons voté pour au Parti des démocrates, nous avons voté pour. Tout à fait. Et nous avons fait les amendements. Mais moi, j'ai posé par exemple une question au président Aboulaye Biotani lui-même. Il a répondu. Il dit, mais nous proposons de tracer un cadre que nous allons, dans lequel nous allons rester jusqu'en 2060. Et si un gouvernement arrive et qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on arrive au gouvernement successif jusque-là, qu'est-ce qu'on fait au prochain gouvernement qui ne reste pas dans ce cadre-là? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qui évalue? Vous savez qu'ils ont fait le projet, mais ils ne nous ont pas dit qui évalue. Et c'est quand on a posé la question, c'est d'ailleurs moi qui ai posé la question, qui évalue?
Et nous ont parlé d'une structure, de la planification, du développement, que c'est lui qui évalue. Et j'ai continué la question, on dit, mais quand il évalue là, il fait compte rendu à qui? Et c'est pendant ce temps-là, donc au cours des amendements, au cours de la discussion générale, qu'on a dit, bon, ok, il rend compte à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai poursuivi encore. L'Assemblée nationale fait quoi? Il faut qu'on prévoie tout ça, puisque nous sommes en train de légiférer. Ce n'est pas après coup qu'on va commencer par réfléchir. Et finalement, vous avez prévu ça? Mais finalement, on a dit, bon, il rend compte à l'Assemblée. Et l'Assemblée fait quoi? L'Assemblée prend acte ou bien il sanctionne? Écoutez. Il n'y a pas eu de réponse pour ça? Non, mais c'est simplement pour vous dire que si vous voulez la rupture, c'est pas que mais ça manque un peu plus je ne sais pas ce qu'il convient de dire. Ça manque un peu plus de... Comment vous êtes en train de tracer un cadre et vous ne prévoyez pas, en cas de non-respect du cadre là, ce qu'on fait? En fait, vous estimez que d'abord cette loi devrait s'imposer à tous les gouvernants à venir? Ça devait s'imposer à tous les gouvernants. En vérité, l'autre aussi devait s'imposer à tous les gouvernants. Bénin à la fin 2025. Mais bien sûr. Sauf qu'on a constaté qu'il y a des gouvernements qui sont sortis de ça. Non seulement que les gouvernements sont sortis de ça, dites-moi, à quel moment une structure, la structure dont le ministre Abdoulaye Biotchane a parlé, là, de planification, il n'existait pas? Cette structure-là n'existait pas? Si oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais comme c'est eux-mêmes la structure, et c'est eux-mêmes qui sont au gouvernement, bon, et c'est eux qui ont la majorité au Parlement, vous comprenez un peu ce qu'il dit? Nous essayons de voir. Oh ben tout le problème, il est là. Voilà. Et bon, quelles sont quand même ces innovations qui se retrouvent dans la loi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose du contenu de la loi. En effet, on ne peut pas naviguer à vue. C'est pourquoi nous avons estimé que l'idée est bonne. L'idée est très bonne. Surtout que ce que nous avons jusque-là prend fin en 2025. Oui. Mais à partir de 2025, il faut bien qu'on ait un nouveau cadre. C'est ça que nous avons apprécié. Et puis, vous savez, gouverner, c'est prévoir. Oui. Mais on nous a appris désormais que gouverner, c'est exclu. Sinon, comment vous comprenez que vous avez un cadre qui gouverne, ou bien dans lequel le gouvernement devait rester, Oui. et ceci pendant 25 ans, de 2000 à 2000, de 2000 à 2025. Mais pourquoi c'est en 2025 qu'on commence par imaginer le nouveau cadre? Et donc, c'est pourquoi je vous parlais de la précipitation. Bon, je crois que... Peut-être que les réflexions ont commencé il y a longtemps. Non, si les réflexions ont commencé il y a longtemps, on doit le savoir. Je vous rappelle qu'ils ont raccourci, il y a des choses qui ont été raccourcies là à cause d'un problème de temps. Donc on ne peut pas dire que ça a commencé il y a longtemps. Mais quelles sont les innovations de la loi? Les innovations de la loi, c'est que désormais, bon, on peut, puisque ça n'existait pas, donc on peut dire désormais qu'il y a une structure, la cellule de planification et tout ça là, qui suit désormais un système en place pour voir si le cadre est en train d'être respecté. Si on ne sort pas du cadre. Et si on ne sort pas, ou du moins si on sort, c'est qu'on fait compte rendu à l'Assemblée nationale. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc, c'est vrai que si on n'avait pas voté ça, on serait en griffe dans le vide à partir de 2025. Et on est déjà à la moitié de 2025. Donc on va être dans le vide. Ça, je suis d'accord. Voilà. Très bien. Et donc, on va devoir attendre encore pour la vulgarisation de son contenu, pour mieux comprendre, pour mieux nous imprégner. Absolument. Absolument. En fait, c'est bien plus tard que le peuple va prendre connaissance de tout ça. À l'Assemblée, puisque c'est nous qui avons... Moi, je ne suis pas de la commission des lois. Je ne suis pas de la commission des lois, mais pour des questions essentielles, pour des questions d'une certaine portée, d'une certaine importance, moi, je me... Vous vous intéressez. Oui. D'ailleurs, le président de l'Assemblée, lui-même, pour ces questions-là vraiment importantes, il demande que les autres commissions participent aux travaux en commission, justement, pour s'imprégner de ça. Et mieux, le gouvernement, avec le PNUD, ont organisé un séminaire à Boycon pour l'imprégnation, pour s'approprier donc du contenu de cette loi-là.
Très bien. Puisque vous l'avez évoqué, on va maintenant en parler. L'affaire Akpona, votre parti est sorti, a fait d'ailleurs une déclaration et a rappelé les nombreuses fois où vous avez interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de réponse. Mais l'affaire Akpona, avec la doléance de mettre en place une commission d'enquête parlementaire, c'est chose faite puisque désormais, il y a cette commission dont fait partie votre parti politique avec 3 membres et tout ceci, la commission également mise en place par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Tout ce feuilleton-là, comment vous l'analysez? Je dois vous dire très sincèrement que l'affaire Akpona, c'est une affaire pour moi qui gêne. Qui gêne parce que c'est une affaire qui parle de siphonnage des deniers publics à des dizaines de milliards. En tant que représentant du peuple, c'est l'Assemblée nationale qui accorde le budget à l'État. Donc, lorsque vous accordez le budget à l'État et on vous revient avec ce thème de siphonnage, on est vraiment très gêné. Mais ça gêne d'autant plus que, vous voyez, le sieur Akpona, c'est un frère. Oui. Au-delà de tout. Vous savez, nous sommes en politique, mais on peut faire la politique avec un peu de fraternité. Et donc, de ce point de vue-là, je suis un peu peiné de parler de l'affaire Akpona. Sinon, en vrai, les déclarations du ministre Akpona, oui. Il faut voir ça sous 2 aspects. Vous voyez, jusque-là, on a parlé de siphonnage, de dizaines de milliards de nos francs, et du budget national et tout. Mais c'est que M. Akpona, en plus de ça, il a dit que les 10 ans qui ont précédé la rupture, qu'on était sans boussole. On était sans programme. On était sans méthode. Là, vous savez, j'estime que M. Akpona, vraiment, à plusieurs égards, il est allé un peu à gauche, à droite. Pour ce qui concerne le système, le président de la République a pris ses responsabilités, on va y revenir. Mais comment vous l'approuvez? Mais oui, je l'approuve. Je l'approuve. Je crois que, peut-être pour l'avoir sorti du gouvernement, oui. Il me semble que le président a dit qu'il voulait le décharger pour qu'il se rende disponible. Oui. Pour la manifestation de la vérité. Voilà, pour la manifestation de la vérité. Je crois que de ce point de vue, je crois qu'il a raison. Mais, vous savez, quand M. Akpona dit que les 10 ans qui ont précédé étaient sans méthode, étaient sans boussole, comme je disais tantôt. Ah bon, c'est une déclaration politique. C'est une déclaration politique, mais qui n'est pas vraie. C'est une déclaration politique, mais qui n'est pas vraie. C'est pourquoi je dis, on peut... Mais M. Akpona, c'est pourquoi je dis, c'est un frère. Les dizaines de milliards non plus ne sont pas... On n'a pas les preuves que c'est vrai. Et la preuve lui-même... On va le savoir. Non, mais lorsque... Lui-même a dit qu'il n'y a pas de preuves. Mais ça, c'est lui qui s'engage. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Et c'est lui qui s'engage. Mais je voudrais quand même lui dire, parce que nous avons été interpellés par rapport à ça. Et nous avons essayé de donner notre version. M. Akpona ne peut pas dire que les 10 ans qui ont précédé la rupture, il n'y avait pas de méthode. Je voudrais lui-même lui dire, il n'a qu'à se questionner lui-même. Et voir tout ce qu'il a eu à faire pendant les 10 ans. Et que s'il n'y avait pas de méthode, il n'avait pas à faire tout ce qu'il a fait pendant les 10 ans. Et quand il dit qu'il n'y avait pas de méthode, vous savez, je ne veux pas personnaliser le débat. Oui. Sinon, M. Akpona savait comme moi-même. Oui. À savait, puisque c'est ça là qui nous concerne tous les deux, à savait, il n'y avait pas de méthode. Mais la plus grosse usine du Bénin est logée à Savait. Ce n'était pas fermé alors qu'on n'avait pas de méthode. Ce n'était pas fermé. Ce n'était pas fermé pendant ce temps-là. Vous comprenez un peu ce que je dis? On n'avait pas enfin, il n'y avait pas de méthode pendant la gouvernance du président Yahi. Mais il y avait cette université à Savait. C'est le système qui a des méthodes, puisque c'est ce qu'il faut dire désormais, qui a des méthodes, qui est venu fermer le centre universitaire de Savait. Quand on a des méthodes, c'est comme ça que ça marche. C'est le même système qui a fermé la société sucrière de Savait. C'est ça la méthode. C'est le même système qui a fermé près de 3000 écoles. Donc, il n'avait pas dit tout ça. Parce que là, je suis tenté de l'inscrire en faux. Il ne peut pas dire ça. Je voudrais lui dire aussi que, à Savait, pendant les 10 ans, on avait des élections festives. Il n'y avait pas mort d'homme à Savait. S'il y en avait eu,
j'aimerais bien qu'il m'en parle. Il n'y avait pas eu de prisonniers. Il n'y avait pas eu de prisonniers qui ont été jetés massivement. Donc, M. Akouna a allé à gauche, à droite. Est-ce qu'il a été manipulé? Est-ce qu'il a été manipulé? C'est son problème, moi je ne sais pas. C'est son problème. Et s'il a été manipulé, vous comprenez aujourd'hui que c'est lui qui fait les frais. Qui a été sorti du gouvernement? Ce n'est pas le manipulateur. S'il y en a eu, c'est lui. Je crois qu'il est suffisamment âgé pour éviter ces coques en jambes-là. Enfin, ce n'était pas nécessaire. D'accord. On n'avait pas de méthode, mais il y avait tout ça que je vous ai cité. Tout à l'heure, on a parlé de la route, de l'hôpital, tout ça, sans méthode, mais le président d'alors s'est débrouillé pour avoir ces sous-là. Très bien. Alors qu'il n'y avait pas de méthode. Maintenant qu'il y a de méthode, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu droit aux tueries. Parce qu'il est allé plus loin. Il a dit, les nagos de Parakou, de Tao, de Savet, de Bantais, n'ont qu'à se lever pour soutenir la dynamique. Parce qu'entre-temps, on n'avait rien. Je crois qu'il ne sait pas exactement ce dont on a souffert, nous les nagos. Très bien. Bon, on va pas... effectivement, vous avez raison de dire qu'on ne va pas personnaliser. C'est pourquoi, honnêtement, je n'ai pas voulu Parce que ma question pour vous, c'était de savoir, mais est-ce que vous avez appelé tout de même votre frère Akouna quand en fait, propos sont sortis, et puis tout ce qui s'est passé par la suite, est-ce que vous l'avez appelé? Non, je ne l'ai pas appelé. Parce que vous étiez fâché? Je ne peux pas dire parce que j'étais fâché. Honnêtement, quand le temps va me permettre, oui, je vais carrément passer le voir. Vous savez, M. Akouna, quand il a été nommé ministre, oui, je lui ai écrit. Parce que je n'étais pas dans le pays. J'étais hors du pays, je crois que je devais être en France à l'époque. Je lui ai écrit pour le féliciter. Et je suis passé sur Bip Radio pour le féliciter publiquement. Les banques sont là, vous pouvez le toucher. Ça veut dire que on peut faire la politique, nous ne sommes pas de la même formation politique. Mais moi, au nom de la fraternité, j'ai fait ça. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, et que ce que lui trouve, c'est de dire que le parti dans lequel vous êtes là, que ça n'a rien apporté pendant les 10 ans, on était sans méthode et tout ça, vous pensez que la fraternité a été entretenue? Et donc, je n'ai pas envie Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je devais l'appeler pour lui dire, je suis vraiment peiné. En effet, je suis peiné. Oui, mais j'aurais pu le dire. Mais lui-même, là, quand il se permet de dire que vous n'avez... Il sait dans quel parti moi je suis. Il sait dans quel parti je suis. Donc, au nom de la fraternité, oui, il aurait pu nous éviter ça aussi. Très bien. Voilà. Et quand on parle de commission d'enquête parlementaire, qu'est-ce que la commission fera concrètement pour nous qui sommes peut-être profanes, voilà. Non, je crois ici c'est le lieu de remercier, l'Assemblée nationale. Oui. Donc le président en premier et tous les collègues. Parce que nous avons fait la proposition de la commission, on a fait une proposition de résolution, oui, qui a été votée à l'unanimité, des députés présents et représentés, et donc ça a été accepté. Je félicite, je remercie donc le président de l'Assemblée nationale et tous les collègues pour avoir accepté, oui, cette proposition-là. Parce qu'ils pouvaient voter contre. S'ils votent contre, la résolution tombe. Donc ils ont bien voulu accepter ça. Et ça, moi je crois que c'est au nom de la nation. Je crois qu'ils se sont sentis gênés eux-mêmes de dire que nous avons à l'Assemblée nationale accordé un budget à l'État, mais on nous retourne que le budget a été dilapidé. Je crois qu'il était presque normal de prouver notre bonne foi en demandant donc cette commission d'enquête-là qui a été acceptée. Alors, la commission, normalement, oui, devait faire la lumière sur ce qui se passe réellement, ou ce qui s'est passé réellement. Donc, il va y avoir des auditions, il va avoir des constats, il va avoir tout ça. Et la commission, s'il se trouve, vous avez dit des profanes, les députés n'ont pas la science infuse. Si les députés de la commission constituée estiment qu'ils ont besoin des compétences extérieures pour faire la lumière, eh bien, ils vont faire appel à ces experts-là pour faire la lumière. Dans tous les cas, on ne peut pas rester indifférent devant une situation comme ça. Le gouvernement, à travers le président de la République, a déjà joué sa partition en l'enlevant de trucs. Je crois là aussi, c'est pour dire, tiens, si quelqu'un dit un truc comme ça, mais c'est assez sérieux, il faut qu'on y voit de plus près. Et d'abord, avant tout, il faut le décharger
pour qu'il soit disponible et qu'il puisse faire face à la justice. Et de l'autre côté, bien entendu, il faut une commission d'enquête pour écouter le ministre lui-même, écouter donc les responsables qui sont chargés donc, de mettre en œuvre les différents projets, les différents budgets qu'il y a eu sur l'eau et sur l'énergie. Et puis, on verra bien. Très bien. En tout cas, vous portez toute une espérance au niveau de cette commission. Ben, il vaut mieux. C'est une commission qui a été très bien composée. On ne peut pas demander plus. Très bien. Parce que UP, c'est un membre, c'est du moins un groupe de 10 députés. Et il y a 4 du côté de UPR, il y a 3 du côté des démocrates, du parti des démocrates, et 3 pour les démocrates, 3 pour le parti BR. Le parti BR et 4 pour UPR. Donc, voilà. Je crois que la composition, elle est presque normale. Très bien. En tout cas, on parlera d'une autre composition. Cette fois-ci, c'est en salle. Ça a eu lieu et puis les résultats sont connus. Il s'agit des résultats comptant pour le baccalauréat session de juin 2025. 73,02%. C'est un taux inédit, c'est un taux historique. Comment l'appréciez-vous? Oh, ben, c'est un autre honneur. C'est un autre honneur. On est content d'avoir un taux aussi élevé. Vous savez, je vous ai dit tantôt qu'au Parti des démocrates, nous sommes le parti du peuple, nous sommes très contents, nous sommes très heureux de savoir que et les enseignants et les élèves, donc il y a eu une bonne cohésion, c'est-à-dire que les enseignants ont réussi à faire passer le message et les apprenants à leur tour ont réussi à bien capter le message et ils ont pu livrer donc les connaissances. Et puis, c'est notre honneur. Nous, on était très, très heureux de constater cela. Très bien. La restriction du droit de grève est passée par là. C'est une bonne chose. La réflexion du droit La restriction du droit de grève est passée par là. Il y a d'accalmie et ça aussi, c'est un facteur qui a participé à cela. Non, je crois qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Ah bon? Non, il ne faut pas voir ça comme ça. En vérité, il faut retourner et se poser la question, pourquoi est-ce que les gens font la grève? Il faut voir pourquoi les gens font la grève. Non, il faut retourner pour voir pourquoi. Qui vous a dit que s'il y avait grève, qu'on n'aurait pas mieux? C'est possible qu'on n'aurait pas mieux. Comment on peut l'avoir? Tout le temps à ne pas faire court. Et il suffit tout simplement de voir quelles sont les revendications. Si les revendications sont légitimes, il faut accéder à ça. Si on n'est pas en mesure d'accéder à ça, il faut savoir au moins la discussion qu'il faut avoir avec les différentes syndicats, c'est tout. C'est tout. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on veut faire du bien aux élèves, aux étudiants, je suis entièrement d'accord, et faire du mal dans le même temps. Mais écoutez, est-ce que vous imaginez que lorsque on vous prive des grèves, et en même temps on ne règle pas vos problèmes, mais vous imaginez l'état d'âme des gens qui sont tentés? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un encadrement, donc il y a au moins 10 jours de grève par année. Donc ce n'est pas une suppression, c'est un encadrement. Je ne discute pas, mais j'essaie de vous dire. Vous voyez, si vous êtes dans votre studio ici, mais si vous décidez de faire la grève, il revient au premier responsable de chercher à savoir pourquoi vous voulez gréver. Exactement. Mais si vous avez le droit, si vous avez une raison valable de gréver, mais vous devez pouvoir gréver. Mais en général, les gens grèvent pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce qu'ils estiment que leur droit est piétiné. Leur droit n'est pas respecté, c'est tout. Très bien. On finit, on sait qu'avec vous, ça passe vite. Honorable donc, Kolawole Djima, on va finir. Il y a quand même une nouvelle loi, ou du moins une loi qui a été modifiée, la loi de 1901, qui permettait aux associations, aux fondations donc, de voir le jour. Vous avez apporté des amendements. Qu'est-ce qu'on en retient? Je crois que ce qu'il faut retenir de cette loi-là, je crois que c'est avant-hier, tout près ici, que nous avons voté cette loi-là. Là aussi, à l'unanimité des députés présents et représentés. Je le dis souvent parce qu'on nous oppose qu'on rejette tout. On ne rejette pas tout. On ne rejette pas. On ne rejette pas tout, du moins. Si on estime qu'il y a des coquilles, qu'il y a des choses à revoir, on essaye de voir ça. Parce que, vous savez, on ne peut pas légiférer. Comme on a entendu au cours de la 8e législature, finir de légiférer et aller quelque part, demander de nous expliquer la loi que nous avons votée.
On ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc, quand on n'est pas d'accord, on essaie de poser les questions. S'ils arrivent à nous convaincre, il n'y a pas de problème. Mais s'ils n'arrivent pas à nous convaincre et nous pensons que c'est nous qui avons raison, eh bien, on ne vote pas. Donc ici, c'est une loi en fait que nous avons repassée en revue. La loi date de 1901. Alors, vous comprenez, c'est une vieille loi. Le monde est dynamique, le monde il n'est pas statique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a Vous voyez, quand vous prenez aujourd'hui le droit international a évolué beaucoup. Vous voyez, je vous donne un simple exemple. Il fut un temps aujourd'hui au Bénin, du moins, vous pouvez rouler votre moto sans casque. Vous n'êtes pas en infraction. Mais aujourd'hui, vous roulez à moto sans casque, vous êtes en infraction. On peut vous verbaliser, on peut vous... Donc, le droit évolue. Alors, après 100 ans, voire même 125 années, on peut marquer un arrêt, voire un peu plus. Désormais, qu'est-ce qu'on va appeler association dans notre pays? Quand est-ce qu'une association est réglementaire dans notre pays? Quel va être le nouveau cadre? On n'a pas de choix. Dans un monde surtout aujourd'hui en proie avec le terrorisme et tout ça, je crois que là-dessus, on peut féliciter encore. Hein? On peut dire bienvenue à cette loi-là, mais chaque fois en prenant soin de voir de plus près tout ce qui est dedans. Donc, nous avons accompagné ça avec nos amendements. C'est une loi qui est vieille, comme j'ai dit tantôt, de plus de 100 années. Et donc, on a essayé de voir désormais quelles peuvent être les sources d'une association. Par exemple, ce n'était pas comme ça jusque-là. Aujourd'hui, une association peut placer son argent quelque part et bénéficier des intérêts ou bien avant ce n'était pas possible. Aujourd'hui c'est nouveau. Et donc une association, lorsque ça a été dissous, ben une fois que c'est dissous, on ne doit plus continuer. Ça c'est presque normal, on ne doit plus continuer. Et je dois dire que là aussi ce n'était pas qu'on pouvait continuer, hein, mais on a renforcé ça. On ne doit plus continuer. Donc, les responsables ont beaucoup plus de charges vis-à-vis désormais, les membres de l'association. L'association elle-même doit tout déclarer. Lorsque les gens viennent, si c'est des gens qui sont extérieurs à nous, quand ils viennent, il y a des choses dont ils bénéficient, mais désormais dans un certain nombre de temps. Ce n'est pas tout le temps. Donc un expatrié qui est responsable d'une association au Bénin ici, ce n'est pas chaque fois qu'il veut amener les effets personnels ici, il est exonéré de douane. Non, il est exonéré des taxes de douane pendant un délai. Donc il a à prendre toutes ses responsabilités pour le faire très rapidement. Et nous avons prévu que dans les 3 prochains mois, le gouvernement s'accorde et s'arrange pour nous sortir un décret d'application de cette loi-là. Et nous sommes, on a discuté, est-ce qu'on laisse ça ouvert, est-ce qu'on encadre ça aussi? Nous nous sommes donné 6 mois, on se dit, une fois que la loi est promulguée, à partir de la promulgation, on se donne, donc on donne 3 mois au gouvernement pour mettre de l'ordre et nous sortir le décret. Et une fois que le décret est sorti, nous proposons de donner 6 mois aux associations qui sont sur place pour se conformer à la nouvelle loi. C'est plutôt bon, sauf que là où les petits points sur lesquels on ne s'est pas entendu, nous avons fait des propositions et ces propositions-là, pour la plupart, ont été acceptées. Très bien. Merci beaucoup à vous, Kolawole Djima Ogbon, député à l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous sommes au thème de nos échanges. Votre mot de fin? Ça va souvent vite. Non, mais écoutez, le mot de fin, c'est de demander toujours. Vous savez, dans une république, il y a un chef. Il y a donc le président de la République, il lui revient de voir ça. La déclaration dont vous avez parlé tantôt, nous avons une fois encore posé le problème des prisonniers politiques, nous avons posé le problème des exilés politiques, donc entre autres. Nous demandons toujours au président d'avoir toujours un œil vraiment sur ces affaires-là, parce que ça nous préoccupe, nous. Le code électoral reste toujours une préoccupation. Le code électoral reste toujours une préoccupation. Le président de la République a dit qu'il veut porter en triomphe. Nous aussi, nous voulons qu'il soit porté en triomphe. Mais comment il va être porté en triomphe si on n'est pas en paix, si on n'est pas en sécurité? Ça va être difficile. C'est pourquoi nous lui demandons, chaque fois qu'au Parti des démocrates, nous posons des problèmes,
nous demandons très respectueusement, pardon, au président de la République de prendre son temps et de passer ça en revue. Et de voir que, oui, ça, je crois qu'on peut, au nom de la cohésion sociale, au nom de la paix, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous souhaitons bien sûr que les prochains mois soient très bons. Tout le monde s'active pour aller aux élections. Et jusque-là, il n'y a pas de candidat au niveau du parti. Il va y en avoir. Ne vous inquiétez pas. Il va y en avoir quand le parti sera prêt. Vous n'êtes pas pressé? Ce n'est pas qu'on n'est pas pressé, c'est une question de timing. À partir du moment où le timing est défini par les grands responsables du parti et que nous sommes encore dans le temps, ce n'est plus affaire de on est pressé. Et même quand on est pressé, vous savez, Houphouët-Boigny disait, personne n'aime, il dit, quand on est pressé, il faut aller doucement. Quand on est pressé, il faut aller doucement. C'est d'ailleurs pourquoi d'autres diront qui va lentement, va sûrement. En tout cas, vous avez toujours les mots pour pouvoir nous dire que de toute façon, vous êtes dans le temps. Nous sommes encore dans le temps, il me semble bien. Très bien. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Honorable Kolawole Guima Ogbon, c'est un plaisir toujours de vous recevoir par ici. Mesdames et messieurs, c'est fini pour nos échanges à la faveur de votre émission politique. On va se retrouver très incessamment pour d'autres thématiques à aborder avec nos invités. D'ici là, portez-vous bien, agréable suite sur Matin Libre Télévision. À bientôt.